numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Des lignes ont bougé au sein du conseil municipal de Cotonou depuis l'avènement du projet Grand Nokoué conçu et proposé par le gouvernement du président Patrice Talon. Si ce projet a étalé au grand jour les malaises déjà entretenus au sein de cette équipe municipale, il a surtout été l'objet d'une certaine fragilisation du maire Liadi Soglo, désormais mais aussi ouvertement perçu comme un antagoniste aux actions du gouvernement. La trentaine de conseillers municipaux sur les 49 issus de la Renaissance du Bénin, de l'Union fait la Nation, du Parti du Renouveau démocratique PRD et des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE qui s'opposent et se désolidarisent de la gestion du numéro 1 de la ville de Cotonou apparaît comme une énorme brèche dans la citadelle non seulement administrative mais aussi politique de Liadi Soglo. À cette allure et au regard du nouveau rapport de force qui se présente, une question revient plus souvent sur les lèvres. La destitution du maire de la ville de Cotonou, Liadi Soglo, est-elle désormais inévitable? Eh bien, on fera une analyse de la situation en plateau. Et pour le faire, j'ai avec moi Marcel Zoumenou. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Journaliste, vous êtes également le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Merci d'être avec nous. Également avec nous dans cette émission, Michel Aonon. Bonjour. Bonjour, c'est journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Palmarès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Michel Aonon, je reste avec vous. Le soutien apporté par une large majorité de conseillers communaux de Cotonou au projet Grand Nokoué, votre journal, dans sa parution du 15 mai dernier, l'a qualifié de pression de talon sur Liadi. Pourquoi une telle interprétation? Ok, merci. Bon, ce n'est pas une interprétation, c'est la lecture que nous avons faite de la situation lorsque il est question donc d'analyser pour que les lecteurs, les populations comprennent ce qui se passe réellement. Parce que le projet Grand Nokoué qui a été initié par le gouvernement et proposé au maire, il s'agit de 5 communes. Il y a la commune de Semenpodji, la commune de Porto Novo, la commune de Cotonou, la commune d'Abo-Enclavier et la commune de Ouida. Et le président de la République a jugé utile de rencontrer les maires de ces 5 communes pour leur expliquer le bien fondé du projet afin de solliciter leur adhésion en fait. L'objectif c'était ça, c'était de solliciter l'adhésion. Mais quand on fait une communication pour dire que le projet Grand Nokoué fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement, le problème que ça pose, c'est que il aurait donc fallu que les maires dont les communes sont concernées par ce projet soient associés en amont à la conception du PAG. Ce que, visiblement, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, la conséquence, c'est que chaque maire, avec son conseil, est libre donc d'apprécier et de voir si, en fonction donc de l'existant et de ce que prévoient les différentes lois sur la décentralisation, je rappelle qu'il y en a au moins 5, et ce qui est faisable dans ce cadre. Et il me semble que dans l'intervention du chef de l'État, le président de la République lui-même reconnaît déjà que cette démarche porte quelque part atteinte aux dispositions législatives en vigueur dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il sollicite l'adhésion des maires dans le cadre de la signature d'une convention cadre. Mais j'ai fouillé jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé copie de la convention cadre, mais je me demande si cette convention cadre devait être signée par les maires, ça va reposer sur quelle base juridique? Ça pose un problème. Donc, il me semble que ce sont ces quelques observations peut-être qui ont fait que le maire de Cotonou, lui particulièrement, parce que la particularité avec Cotonou, c'est quoi? C'est que c'est la seule commune qui se confond au département du littoral en fait. C'est-à-dire département du littoral égale commune de Cotonou. Et vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, il y a eu quelques échanges de tirs entre le maire de Cotonou et le préfet du littoral, Toboula. Et on estime donc que
ce sont les représailles du pouvoir qui transitent par le préfet pour atterrir sur le maire. Et nous avons vu que au moment où les autres maires, le maire de Porto-Novo, le maire de Ouidah, ont dit qu'ils ont déjà signé la convention cadre, qu'ils ont réuni leur conseil, on n'a pas voulu donner le temps à la municipalité de Cotonou de consulter aussi les conseillers pour faire de même. On a senti comme une sorte de pression venant de la part de l'exécutif, parce que peut-être que le gouvernement sent que, connaissant déjà les positions politiques du maire, il se peut que le maire soit réticent ou qu'il résiste à ne pas vouloir signer la convention cadre. Et donc, nous avons perçu la sortie des 31 conseillers comme étant une sorte de manipulation pour mettre de la pression sur le maire pour qu'il aille vite. Et pas plus tard qu'hier qu'on aurait appris que le maire a fini par convoquer un conseil extraordinaire qui va se tenir demain et que les observations qui ont été faites par la mairie de Cotonou auraient été prises en compte par le ministère du cadre de vie et du développement durable. Ce que nous appelons pression de talon, c'est que nous avons perçu que ce que les 31 conseillers sont allés faire, c'est peut-être une sorte de manipulation pour faire chanter le maire de Cotonou pour qu'il aille vite, parce que le pouvoir aurait déjà senti que le maire Léadi Soglo exprime une certaine réticence par rapport au projet, parce que lui, il estime qu'en tant que maire de Cotonou, qu'il avait déjà engagé certaines actions avant que le gouvernement ne le propose. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il aurait fallu que les maires dont les communes sont concernées auraient été associés à la réalisation du péage et que depuis le début de l'exercice budgétaire, ces différents maires auraient déjà tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Vous allez parler également de débauchage et d'intimidation. Pourquoi faut-il forcément voir derrière cette mobilisation de conseillers, derrière ce programme, ce projet du gouvernement, forcément la main de quelqu'un? Oui, c'est un projet de développement, mais derrière ça, il y a de la politique. Sinon, la sortie des 31 conseillers, nous avons trouvé que c'était une sortie inopportune. Ça n'a pas de sens parce que en quoi y a-t-il débauchage, en quoi y a-t-il intimidation? Oui, débauchage parce que sur les 31 conseillers qui sont allés faire une déclaration, quel est l'objectif de la déclaration? Parce qu'il aurait fallu qu'ils attendent que le maire prenne une position visible en conseil pour savoir la conduite à tenir. Mais le maire ne s'est même pas encore prononcé, c'est-à-dire le conseil qui doit connaître du dossier ne s'est pas encore réuni. Et puis, moi je trouve que la sortie médiatique là était inopportune et qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation. Et peut-être que c'est une manière de faire pression, une pression morale sur le maire pour qu'en conseil, il puisse accéder à ce que le conseil veut. Martial Jumeno, du côté de la Nouvelle Tribune, vous pensez que la situation telle qu'elle se présente au sein de la municipalité de Cotonou ouvre plutôt une brèche pour Talon dans l'univers de Léadi? C'était votre manchette du 15 mai. Une façon de dire que le chef de l'État tient quand même désormais le maire de Cotonou entre le creux de ses mains? Oui. C'est effectivement une stratégie pour maîtriser le maire Léadi Vinan Soglo. Vous savez que quand nous devons faire une lecture politique de la situation, il faut voir moins le maire de la ville de Cotonou. Il faut voir le président d'un parti qui est la Renaissance du Bénin et qui a reçu, depuis que le président parti Talon est là, ne reçoit que des coups. Je voudrais vous rappeler que 4 députés ont choisi de façon libre de quitter leur parti pour aller soutenir les actions du chef de l'État. Ils n'ont pas quitté le parti. Bon, de fait, parce que quand vous êtes dans un parti, vous déclarez que bon, nous rejoindrons le président parti. Nous soutenons les actions. Donc, c'est la même logique qui continue au niveau de la mairie. Et donc, la finalité, c'est de déstabiliser le président d'un parti qui est la RBI, qui est la cible, la vraie cible dans tout ce qu'on fait, même dans le programme qu'on appelle le Grand Nokoué, la cible, c'est de déstabiliser la RBI. Je le dis, je le répète, parce que quand vous voyez tout ce qui est fait aujourd'hui et voir la communication qui est faite autour de ce projet, on montre déjà des images sur les réseaux sociaux pour montrer que la mairie de Cotonou a échoué dans sa mission de changer le visage de la ville de Cotonou. Et donc moi je trouve que c'est juste un chemin pour atteindre l'objectif. On veut amener des projets pour montrer aux populations de Cotonou que voilà, et nous on a pu faire ça, lui il est là depuis des années et il n'a pu rien faire. Et donc
pour un homme politique comme Yali. Je crois qu'il a compris et donc il émet des réserves par rapport à ci et ça. Moi, ce qui me préoccupe dans tout cela, c'est le respect des textes de loi sur la décentralisation. Contrairement à mon confrère et ami Michel, moi j'ai eu la chance de voir l'avant-projet de la convention cadre. Et quand vous y voyez, il est dit noir sur blanc que c'est le ministère du cadre de vie qui est maître d'ouvrage des actions. Donc c'est clair que c'est un projet du gouvernement qui veut le faire au niveau des communes. Mais il faudrait respecter parce que les textes de loi sur ce qui concerne la gestion, la construction, la gestion des marchés, c'est des prérogatives des mairies. Ce qui concerne l'entretien des rues, c'est des prérogatives des mairies. Moi, j'ai trouvé quand même un peu curieux et bizarre qu'un gouvernement cherche même à s'occuper de la gestion des ordures. Je crois qu'un gouvernement a des choses beaucoup plus sérieuses à faire que de chercher à s'occuper de la gestion des ordures. Et que pour ces petits trucs, on peut les laisser aux mairies pour le gérer. Et donc, finalement, la conclusion que j'ai tirée, c'est que c'est un dossier qui a beaucoup plus un volet, une connotation beaucoup plus politique que technique. Alors, oui, Michel. Non, je voudrais réagir suite à l'intervention de Marcel pour dire que ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que si le gouvernement tient à la mise en œuvre d'un projet d'envergure pour le bien-être des populations, il aurait suffi simplement que le gouvernement fasse ce que nous avons appelé de tout temps le transfert des compétences et des ressources. Puisque les mairies sont installées depuis, je crois, 2002. Et si on doit respecter les textes de loi sur la décentralisation, parce que même si vous voulez faire ce qui est bien pour les populations, il faut le faire dans un cadre donné et il faut le faire en respectant les dispositions qui existent. Et je pense qu'aujourd'hui, les lois sur la décentralisation ne permettent pas au pouvoir central de venir construire marché dans une commune, de venir gérer des ordures. Et comme Marcel l'a dit, un gouvernement a beaucoup plus à faire que de s'occuper de la construction. La première fois que j'ai entendu le chef de l'État lors de son entretien avec la presse après l'échec du projet de révision de la Constitution, quand je l'ai entendu parler de la construction des marchés, c'est déjà depuis cette époque que je me suis demandé, mais comment est-ce possible? Parce que ce qui nous a amené à l'expérience de la décentralisation, c'est que nous avions tiré les conclusions que l'État devenait de plus en plus incapable pour agir jusqu'à la base. Et qu'avec la décentralisation, il fallait transférer les ressources et les compétences pour que les mairies s'occupent de certains détails, quitte à ce que si l'État envoie des ressources, que l'État envoie des agents de l'État qui surveillent comment ça fonctionne. Donc, moi, je pense que même si c'est le président Talon qui a décroché des projets, c'est bon pour les populations. Mais le président Talon peut organiser de manière à ce que ses ressources financières et les compétences pour mettre en exécution les projets soient mis à la disposition de ces communes pour qu'on fasse le suivi. Mais que délibérément, ça soit le gouvernement qui soit maître d'ouvrage pour venir opérer dans des communes. De cette façon, je pense bien que ça fait entorse au test de loi sur la décentralisation, ou à défaut, si le gouvernement tient à le faire, il aurait fallu qu'on fasse un contournement législatif, c'est-à-dire passer par la modification des textes de loi sur la décentralisation afin d'ouvrir des parenthèses qui donnent pouvoir à l'État central désormais de faire ces interventions. Sinon, en l'État, c'est-à-dire à l'étape actuelle des choses, si ça s'exécute comme ça, c'est qu'il y a une violation. Est-ce que vous pensez également que, comme Marcel vient de le dire, que ce projet, le Grand Nokoué, a finalement une connotation beaucoup plus technique, beaucoup plus politique que technique finalement? Oui, c'est ce que nous sommes en train de constater et ça se passe tout comme si tous les regards et toutes les attentions sont focalisées sur la mairie de Cotonou. C'est à croire que quand on dit Grand Nokoué, on veut dire Cotonou. Alors que Grand Nokoué, c'est 5 communes. Donc, c'est de là que je vois pertinent l'analyse de mon confrère que derrière ça, la connotation politique est en train de prendre le dessus. Et là, ça risque même de plomber les actions. Et moi, personnellement, je conseille au gouvernement de transférer les ressources et les compétences aux communes
et de faire le suivi, plutôt que ça soit le gouvernement qui s'occupe de la construction. Je vois mal un gouvernement qui est très occupé pour des projets d'envergure de venir construire le marché de Wolgede, le marché de Aïdjedo, le marché de Tawita, des choses comme ça. Mais je pense qu'on peut aussi concevoir un projet pour que le gouvernement construise le marché de Gogoun, par exemple. Je sais que comme dans cette commune, il n'y a pas tellement d'enjeux. Et les communes qui sont ici, qui constituent le Grand Okoué, c'est quand même des communes qui sont d'une certaine importance. La commune de Porto-Novo, c'est quand même la capitale du Bénin, la capitale politique et administrative. Quand vous prenez Cotonou, c'est la capitale économique. Quand vous prenez Semepodji, c'est une terre riche en ressources et ce n'est pas loin de Porto-Novo. Quand vous prenez Ouida, c'est historique et tout. Donc, il y a beaucoup de choses à Ouida qui sont... Ce que vous n'avez pas dit, c'est que ces 5 communes, Marcel Djomenou, parlant de connotation politique, c'est des réservoirs d'électorat. Tout à fait, tout à fait. Et ces 5 communes font à peu près, je ne sais pas, une bonne partie de l'électorat du Bénin. Quand vous prenez Cotonou et Calavi. Donc, il y a forcément un objectif à tirer. Je voudrais rebondir sur le transfert des compétences. L'autre curiosité du fameux c'est convention cadre. Convention cadre. C'est que non seulement on n'a pas voulu transférer les compétences et les moyens pour le faire, mais on a demandé aux communes d'accompagner financièrement la construction de ces infrastructures. C'est ce que j'ai trouvé aberrant, parce que les communes demandent les moyens pour faire, mais on dit non, nous on va faire, mais on demande maintenant aux communes de donner de l'argent pour accompagner l'investissement. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre et ça m'a fait mieux. Donc, quand mon confrère parlait du transfert de moyens de compétences, j'ai voulu rebondir sur ça. Oui, je dis ça parce que c'est ce que prévoient les tests. Oui, tout à fait. Ce que prévoient les tests de loi sur la décentralisation, c'est que depuis 2002 que nous sommes dans l'expérience de la décentralisation, les tests ont toujours prévu. Ce débat a toujours eu lieu avec tout le gouvernement pratiquement, avec le gouvernement Kérékou, notamment par rapport à la polémique sur la gestion du marché d'Antokpa. Je me rappelle le ministre Daniel Tawema à l'époque, dans ses guégués avec le maire et ses forces Oglo et tout. Donc, à chaque fois, ce problème se pose. Et ce problème ne se pose pas seulement aux communes qui constituent le projet Grand Okoué, mais ça se pose pratiquement dans toutes les communes où les maires se plaignent de ce que l'État ne fait pas le transfert des ressources et des compétences pour la mise en œuvre des projets. Maintenant, si nous estimons que c'est le gouvernement qui a trouvé les moyens financiers pour la mise en œuvre de ces projets-là, pourquoi le gouvernement demande encore aux mairies d'accompagner financièrement? Ce n'est plus possible. Maintenant, même si financièrement il n'y a pas d'accompagnement, je pense que le gouvernement ne peut pas faire. En l'état, si on doit respecter les thèses de loi sur la décentralisation, le gouvernement ne peut pas faire une intervention directe dans une commune de cette manière-là. Je pense que c'est parce que le président a compris ça comme ça qu'il parle maintenant d'une convention cadre simplifiée qui constitue alors un accord, si vous permettez le terme, comme un acte sous seing privé entre l'État central et la mairie. Ce qui n'est pas possible parce que aucune convention cadre signée entre le gouvernement et une mairie ne peut supplanter la loi sur la décentralisation. On va évoluer dans ce débat. Marcel Djomenou, vu les nouveaux rapports de force qui ne sont pas forcément favorables à Liadi Soglo, est-ce qu'une destitution du maire de la ville de Cotonou n'est pas un péril imminent? Parce qu'on voit quand même l'épée de Damoclès avec cette large majorité de conseillers qui disent soutenir désormais dans un creuset le PAG, les actions du président Patrice Talon. Oui, je crois que si dans un conseil municipal de 49 conseillers, ils ont réussi à avoir 39, encore que je prends ce chiffre 31. Ils ont réussi à avoir 31, encore que je prends ce chiffre avec des pincettes, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des conseillers locaux qui sont dans le lot des 31. Je n'ai pas encore vérifié, mais au cas où ils avaient les 31, ça veut dire qu'ils ont la majorité pour destituer le maire. Bon. Mais je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif du gouvernement. Parce que si on destitue le maire Liali dans les conditions actuelles, mais sur le plan politique, et on sait comment chez nous, la victime est souvent valorisée, la victime est souvent soutenue chez nous. Et je crois que l'objectif que le gouvernement veut atteindre ne serait pas atteint, parce que les prochaines élections, forcément, ça pourrait avoir un effet
Par contre, je crois que l'objectif, c'est de le laisser là et de le fragiliser. En fait, il sera un maire, mais il n'aura plus assez de marge de manœuvre et il sera obligé de subir. De subir au point de démontrer que voilà, et c'est un maire qui n'a plus rien fait et donc son bilan est négatif. Et donc, et nous, on est venus et quand il aura une prochaine élection, bon, les populations elles-mêmes vont comprendre que voilà, c'est un maire dont on n'a plus besoin et donc le dégager. Je crois que c'est beaucoup plus cet objectif que de le destituer dans l'immédiat. Je ne crois pas que ça soit... Michel, au nom de votre position d'analyse politique, hein, est-ce que vous le voyez, vous faites la même lecture que Marcel Jumeno? Non, je crois que le gouvernement ou bien le pouvoir en place n'a pas intérêt à procéder de cette façon. Mais nous avons déjà trouvé que la sortie des 31 conseillers, c'est de la pure manipulation. Parce que quand vous voyez dans leur sortie, quand ils parlent du budget de la mairie, et quand ils disent qu'il y a telle ligne budgétaire pour renseignement, pour ceci, et ils sortent tout ça devant l'opinion, ils étaient où? Ils étaient où? Et puis, c'est même inopportune parce que, en réalité, ce qu'ils ont dénoncé là, par rapport à la gestion de la mairie de Cotonou, n'a aucun lien. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on dénonce quand même des gestions solitaires, opaques au niveau de la mairie de Cotonou. Mais ça n'a pas de lien direct avec le sujet qui est à l'ordre du jour. Le sujet qui est à l'ordre du jour, c'est que on veut l'avis de la municipalité de Cotonou sur un projet que le gouvernement propose. Et vous sortez, vous dites que le budget a prévu tant, le maire a détourné, le maire a mal géré. Si le maire a mal géré, c'est un débat qu'on va faire après. Ou bien c'est un débat qu'on a toujours fait. Et ça n'a pas de lien avec ce que le gouvernement propose aujourd'hui. Donc c'est pourquoi que derrière ça, il y a des choses. Il y a des choses. Ce n'est pas innocent. Tout ça, c'est organisé. Mais je dis, si ça prend cette allure, et vous avez parlé tantôt d'une probable destitution du maire, je pense que ce serait un risque d'aller à cette étape actuellement parce que les élections municipales et locales sont encore devant. Je crois que nous avons une étape à franchir, les législatives, je crois, en 2019, avant d'aller aux élections municipales. Et le pouvoir a intérêt à voir clair dans l'horizon politique. Donc je pense que s'il faut aller aux législatives en 2019, avant de viser les municipales en 2020, ce qui va se passer en 2019 déterminera aussi ce qui va se passer en 2020. Et les deux, 2019 et 2020, détermineront 2021. Donc je pense que pour tout de suite, l'objectif ne sera pas de destituer le maire, mais effectivement de le fragiliser, pas nécessairement, pas uniquement en tant que maire de Cotonou, mais aussi en tant que président d'un parti politique qui, quoi qu'on dise, reste quand même un parti d'envergure qui tienne encore un peu. Parce que de tout ce que nous avons, je crois que actuellement, en dehors du PRD, de la RB, ce que nous avions comme grand parti, les MADEP et tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. On avait seulement le PRD, on avait la RB, on a MADEP, et on a le PSD. Et quand eux, ils ont fait fusion dans l'Union fait la Nation, avec l'avènement de Yaya, les FCBE, qui sont devenus une forme politique incontournable, bon, avec les derniers événements aussi et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Et l'objectif ne sera pas de destituer le maire. Mais si, entre-temps, le besoin se faisait sentir, il appartiendra donc à ceux qui manœuvrent pour qu'il en soit ainsi, de savoir comment ils vont opérer, mais avec les conséquences. Mais je compte aussi sur l'activisme politique dans l'ombre du vieux Soglo, qui, chaque fois que son fils est en difficulté à la mairie de Cotonou, il tire beaucoup les ficelles. Et je pense que le vieux Soglo, politiquement très actif aussi dans l'ombre, saura comment gérer ses relations avec le président Talon pour qu'il n'en soit pas ainsi. Alors, un Léadi Soglo, Marcel Jumeno, de plus en plus fragilisé, aussi bien dans son univers administratif que politique, jamais la renaissance du Bénin ne s'est aussi senti isolé, senti seul, senti affaibli. Tout porte à croire que l'homme n'est plus forcément loin d'une posture d'un général sans troupe. Au regard des derniers développements, 4 députés RB qui ont déserté, qui apportent leur soutien ouvertement au président de la République, alors que le parti n'est pas forcément dans cette logique également. Il faut tenir compte de ces paramètres. Bon, Général Centre, je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire, étant donné que
il faut qu'on puisse mesurer la force réelle d'un parti à une élection donnée. Et donc, malgré tout ce qui se passe, on suppose que la RB garde toujours sa force de la dernière élection législative. Donc, il faut attendre forcément une élection pour voir quel serait l'impact. Parce que les gens peuvent partir. Et on a vu ça dans beaucoup de partis, surtout au PRD, où à un certain moment, des gens sont partis. Mais les fiefs sont restés fidèles au parti. Et donc, faisons attention à cela. Et je crois que ceux qui partent, ou bien ceux qui font des déclarations pour de ralliement, doivent faire attention à cela. C'est des choses que nous observons ici. Mais il y a que Patrice Talon qui a surfé énormément sur le fait qu'il est de l'ethnie Fon, le fait qu'il est le nouveau leader des Fonds, puisse chercher à faire disparaître un parti qui partage avec lui le même fief, le même électorat, et donc récupérer tout ça là à son propre compte. Je crois que au-delà de tout, l'objectif de Patrice Talon, qui est un président, qui est de cette ligne, doit être ça. Je crois qu'il travaille pour cela et moi je ne suis pas surpris. Vous pensez qu'une partie de ce qui se passe vient de là? Oui, je crois que fondamentalement, ça, c'est la vision c'est l'idée qui est en marche, l'idée de récupérer l'électorat à fond. Vous savez que après le départ du président Soglo du pouvoir, c'est le deuxième chef d'État qui est de cette ethnie. Et donc, forcément, il cherchera à récupérer une force politique. Choses là. Et si le leader du parti qui représente cette ethnie n'est pas de son côté, il va chercher à le noyer complètement et récupérer ce électorat. Je crois que c'est ça. Non, moi je vois que il ne suffit pas que les gens démissionnent ou bien que les gens quittent leur parti pour dire qu'ils soutiennent. S'ils font ça et pour que ça soit un décret, ça ne se décrète pas. On a vu par le passé. Ça dit ceux qui partent, il faut voir ce qu'ils pèsent. Parce que par le passé, je crois, avec l'FCBE, sous le président Yahi Boni, il y a des gens qui ont joué à ces jeux, mais aux élections législatives, ils ont été lamentablement, ils ont échoué lamentablement. Beaucoup de députés ont perdu leur siège. Et l'électorat est resté fidèle à la personne du président Yahi, c'est-à-dire au FCBE qu'on sort. Donc ceux qui partent, ils partent avec quelle base électorale? C'est ça. Parce que si, par exemple, ce sont des élus qui ont été élus parce qu'ils étaient sur la liste, c'est la liste qui les a fabriqués. Au lieu que ça soit ces élus qui aient une certaine personnalité qui s'imposait. Donc d'office que quand ils partent, ça n'a pas d'impact sur le moral de l'électorat. Et aux prochaines élections, la sanction est immédiate. On a déjà vu des exemples par le passé. Mais toujours est-il qu'au sein de la RB, chaque fois que quelqu'un part, le parti perd quand même des plumes. Parce que la RB aujourd'hui n'est pas ce que c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non, le parti perd des plumes, mais fait l'effort de se reconstituer un peu. Parce que l'histoire de la RB, c'est quand même une histoire lointaine. Et quand vous interrogez l'histoire de la RB avec les démissions des députés Nathanaël Ba, Lambert Avouyansou, Guillaume Mende à Djanoron par le passé et tout, parce qu'il y avait un problème de groupe parlementaire, ils avaient 29 députés et ils ont estimé qu'on pouvait avoir 3 groupes parlementaires RB et Mme Soglo estimait qu'il fallait un seul groupe unique pour qu'elle soit présidente alors qu'il y avait d'autres possibilités pour que les autres présidents du groupe parlementaire aussi puissent avoir d'autres avantages. Tout était parti de là. Mais tous ces députés qui ont fait dissidence, qui sont allés faire le congrès d'Alada, je crois, en 2001, sous haute surveillance militaire, avec le ministre. Quand on a fait tout ça, les élections législatives qui sont venues, ils ont tous échoué et la RB a continué son chemin et a pu décrocher encore, à défaut de 27 députés, la RB a pu s'en sortir avec, je crois, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, avec 19 députés, un truc comme ça, près d'une vingtaine de députés. Les années qui ont suivi, c'est passé à 10, en dessous de 10. En fait, les événements politiques, c'est comme ça, c'est-à-dire que ça ne peut pas être figé. Il faut, comme Marcel l'a dit, il faut attendre une élection pour jauger un parti. C'est pourquoi j'estime même qu'un parti politique normal qui se veut sérieux doit se donner les moyens d'aller aux élections. Parce que ce sont les élections qui constituent le thermomètre pour dire à quel degré on peut avoir de l'estime, de la considération pour une formation politique. Mais une formation politique n'est pas là pour dire je soutiens, je suscite la candidature. Non, vous êtes là, vous devez aller aux élections pour qu'on sache de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous pouvez avoir au moins deux votants dans un bureau de vote dans une localité, on saura qu'au moins des gens vous ont compris et ont adhéré. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que avec toute la lecture politique qu'on est en train de faire par rapport au comportement du gouvernement et principalement par rapport au comportement politique du chef de l'État,
on ne note pas quand même une organisation politique autour de lui. C'est ça qui me paraît un peu bizarre, c'est-à-dire que si on l'accuse ou bien si on lui colle tout ça, c'est-à-dire qu'on estime donc que c'est Patrice Talon qui, depuis son intervention après l'échec du projet de loi sur la révision, a dit que désormais il fera de la politique et qu'on a senti au moins des actions qui montrent qu'effectivement il est rentré dedans et on ne voit pas une organisation politique autour de lui. Peut-être que ça se trame, peut-être que c'est dans tout ça aussi que ce que nous voyons là se passe. Mais pour des élections qui ont lieu dans moins d'1 an et demi, et je crois que on doit quand même commencer déjà par voir une certaine organisation politique autour du chef de l'État. Ce que je ne perçois pas encore. Il y a quand même des mouvements de jeunes. Non. Il y a le parti Alternative Citoyenne qui est déjà là. Non. Ça là, c'est encore rien. Ça, c'est encore rien. Le parti Alternative Citoyenne, si le parti Alternative Citoyenne était si représentatif, le parti aurait pu aller aux élections législatives pour faire ses députés. Mais le parti a été obligé de positionner les professeurs Djogbenou, Ordin Datné, là sur la liste Union fait la Nation. C'était sous le président Boni Aïe. Là, c'est maintenant sous le président Patrice Talon. Non, on vient de faire rien n'a encore politiquement changé au point où on va dire maintenant que Alternative Citoyenne peut aller aux élections sur une liste Alternative Citoyenne et avoir 2 députés dans Cotonou. Ce n'est pas possible. On connaît Cotonou. La 16e, ce n'est pas possible. Si ce n'était pas Union fait la Nation, si ce n'était pas la liste Union fait la Nation, le professeur Djogbenou et autres là ne pouvaient pas se faire élire député dans Cotonou. Vous comprenez un peu. Et avec les tensions qu'il y avait aussi entre Azanaï et le président Yahi et tout. Donc, je dis que en même temps que le personnage politique Talon est en train de se faire découvrir, il faut une organisation politique autour de lui pour récupérer les résultats des actions qui y sont menées. Ce que je ne vois pas encore. Donc, c'est pourquoi je trouve que si l'objectif ne sera pas de provoquer une destitution du maire, mais plutôt des actions pour le faire chanter, pour qu'il obéisse et qu'il se range et qu'il rentre dans les rangs. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que le pouvoir sent une certaine réticence du maire à s'aligner. Parce que le maire a des problèmes par rapport au pouvoir, par rapport à la vision du chef de l'État. Et donc, c'est une manière, parce que 31 quand même sur 49, ils peuvent convoquer... Il peut provoquer le vote de défiance, ça va se passer, en 72 heures, c'est réglé, son problème est réglé. Donc, c'est comme un instrument de chantage désormais, c'est-à-dire que tu as vu, ils sont déjà 31, bientôt tu risques d'avoir 40 contre toi. Si tu ne t'alignes pas, tu ne fais pas ce qu'on dit là, tu peux perdre. Donc, cet instrument de chantage peut avoir un impact sur la personne du président Léadi, je perçois ça, et là, il va peut-être vouloir négocier ou bien vouloir s'aligner un peu et par moment se réajuster. Et il saura comment gérer de manière à ce qu'on puisse conduire les choses comme ça jusqu'aux dernières élections. Mais malgré tout ceci, vous pensez également que Léadi a toujours son mot à dire. Martial Jumemou, comment peut-on désormais entrevoir l'avenir politique qui s'offre, disons, à la Renaissance du Bénin ou à son président? Je repose la question autrement. Quelles sont les portes de sortie qui s'offrent désormais à la RB et son chef dans cet engrenage? J'appelle ça engrenage parce que les taux se resserrent. Oui, je crois que il a quand même des possibilités. Il a soit la possibilité d'aller se soumettre au gouvernement et de chanter la phrase ou le slogan le plus en vogue aujourd'hui qui est de soutenir le PAG. Le PAG. Bon, moi, ça me fait marrer parce que je ne sais pas s'il y a des gens ici qui peuvent être contre la construction d'un pont ou bien chose là. Et au temps de Yaïs, le discours était on soutient la vision, mais au temps de Patrice Talon, c'est le soutien du PAG. Un document. Comme s'il y avait des Béninois, un Béninois qui a dit moi je suis contre la réalisation du programme. C'est quand même un programme ambitieux. Oui, mais donc, on n'a pas besoin de... C'est une façon de dire on soutient les actions qui vont mener à la réalisation de ce programme. Emmanuel, est-ce que tu connais un Béninois qui va dire moi je suis contre la réalisation du PAG? Personne ne peut s'opposer à ce PAG. On peut être pas d'accord avec la méthode, avec la manière de faire les choses. On peut être contre la vision prônée par chose là. Je vois les communistes ont dit bon, c'est un gouvernement qui a tendance à tout privatiser par exemple. Donc c'est leur point de vue. Mais dire qu'on va être contre la réalisation d'infrastructures, la réalisation de telles choses, bon,
Je trouve que ça, c'est pas bien. Et donc, comme c'est cela le discours, il faut qu'il peut-être va se soumettre et qu'il chante les louanges du chef d'État et puis il aura la paix. Ou soit cela, il choisit de résister avec les risques que ça lui comporte parce que le rapport de force n'est plus le même. Même quand c'est ton ami devient président de la République, il a plus de moyens que toi et on connaît le président actuel comme un tacticien, un habile homme politique. Donc sur ce plan, il peut lui ravir la vie. Donc c'est les deux options qui s'offrent à lui. Et maintenant, la finalité, c'est de sauvegarder son parti, puisque c'est en tant que leader, il doit chercher à sauver un parti qui est en train de couler. Donc, c'est pas... Michel Aonou. Je pense que le maire, le président Léadi Soglo doit être en difficulté, effectivement. Et je compte sur la diplomatie de son père, l'ancien président Soglo. Il sait si bien le faire. Il l'a fait déjà 2 fois par le passé. Je pense que je compte sur sa diplomatie. Vous allez voir dans les jours à venir une audience précipitée que l'ancien président Soglo, en sa qualité d'ancien président qui demande à rencontrer le président en exercice pour échanger sur ce que nous, les journalistes, nous avons l'habitude de dire, les sujets brûlants de l'actualité. On voit bien que vous êtes dans le secret des dieux. Comme si... Non, c'est-à-dire on a vu ces pratiques par le passé. Même sous le président Yahi, le vieux Soglo a l'habitude de jouer sa diplomatie chaque fois que à la mairie de Cotonou, il y a des problèmes. Donc je pense que dans les jours à venir, je pense que tant que le vieux Soglo sera là, je pense que quelque chose pourra bouger en faveur de Léadi Soglo par rapport au président Talon. Mais se rendre, ce ne sera pas facile pour lui parce que j'aurais appris hier que les observations qui ont été faites par la mairie de Cotonou par rapport à la convention cadre qui leur ont été soumises pour appréciation, parce que j'ai noté certaines bizarreries. C'est que à la présidence, le président a dit que c'est une convention cadre simplifiée et qu'il leur laisse ça pour qu'ils aillent apprécier avec leur conseil. Et que le lendemain, déjà, on me dit que le maire Porte-Noire a déjà signé, le maire Adjovi qui vient à la télévision pour dire que lui, il a déjà signé et tout. Quelle est cette précipitation? On ne comprend pas. Parce que le chef de l'État même ne leur a pas dit de le faire tout de suite. Si c'était comme ça, on allait leur dire à la présidente de signer tout de suite. C'est parce que le chef de l'État même qui soumet le projet connaît un peu les limites et c'est pourquoi il dit d'aller lire et de donner leur... Tout ça. Mais les gens ne font pas les consultations, ils ne prennent pas l'avis et ils signent. Maintenant, que la mairie de Cotonou a fait des observations et qu'on aurait appris hier que le ministère du cadre de vie aurait pris en compte les observations de la mairie de Cotonou, est-ce a dit que si en l'état, le conseil extraordinaire de demain se tenait et que les conseils autorisent le maire à signer, si après ça, est-ce que ça veut dire que Cotonou aura une convention cadre simplifiée qui sera différente de la convention qui a été signée par ces mêmes produits, la convention de Porte-Nouveau, la convention de Ouida ou de Calavi? C'est la question que je me pose. Ou bien, parce que Cotonou a fait des observations, sera bien de dire aux autres maires, bon, vous avez tel délai pour aussi faire des observations, si en temps vous avez des observations, mais s'il n'y a pas d'observation, bon, laisse comme ça. Mais si on le fait comme ça, le fait qu'il y ait des conventions de façon disparate comme ça, est-ce que ça sécurise aussi les relations entre le pouvoir central et les municipalités qui sont concernées dans le cadre de ce projet? C'est aussi autant de problèmes. C'est pourquoi je dis que ce qui aurait été mieux pour le gouvernement si le chef d'État était bien conseillé, c'est que s'il tient ce que ça soit lui qui tienne les ressources, parce qu'il a peur de mettre les ressources à la disposition des communes pour que ça soit dilapidé, on ne sait jamais. Si c'est ça, on aurait permis au chef de l'État de faire un contournement, autrement de la loi, c'est-à-dire que on peut demander, il peut demander à ses députés, comme il en a au moins 60 maintenant, il peut demander à ses députés de faire une 59. Bon, donc il peut demander à ses députés de faire des propositions de loi modificatives de telle disposition de telle loi sur la décentralisation pour ouvrir la brèche. Vous comprenez? Et donc, on peut introduire un projet de loi rectificative ou bien modifiant et complétant une loi qui permette donc au gouvernement de faire cette irruption-là. Et là, quand le gouvernement va poser l'acte, l'acte sera conforme à la loi. Mais si on n'a pas fait ce contrôlement juridique, je me dis même qu'il se peut qu'il y ait des citoyens qui attaquent
ce que le gouvernement veut faire là devant la Cour constitutionnelle et que la Cour déclare contraire à la Constitution, la Convention cadre. Et si la Cour déclare contraire à la Constitution, la Convention cadre qui veut être signée, qui doit être signée entre le gouvernement et les mairies, ça veut dire que c'est remis en cause. Bon, comptant aussi sur le forcing du chef de l'État, sur beaucoup de trucs, il y a beaucoup de décisions que la Cour a eu à rendre, mais le gouvernement a continué son chemin. Bon, la faille aussi, c'est que notre Cour constitutionnelle rend des décisions, mais n'a pas un pouvoir constitutif pour obliger les institutions à respecter les décisions qui sont prises. Donc, à demain, moi, je me demande même si ça vaut la peine même que nous nous ennuyions avec ces choses-là. Parce que ça n'a pas d'impact en tant que tel. L'une des alternatives qui s'offre également à Léa Soglo, c'est de se soumettre. Excusez, je vous dirais par exemple que la Cour a rendu une décision pour dire que la manière dont la charte graphique du gouvernement, que la manière dont les colonies nationales ont été disposées là, que c'est contraire à la Constitution. Mais jusque-là, la charte graphique du gouvernement est restée comme ça. Vous pouvez les papiers en tête, c'est resté comme ça. Les gens continuent même de mettre encore les enseignes au niveau des ministères avec la charte graphique qui a été remise en cause par la Cour, ce qui n'est pas bien. Et ça ne donne pas, ça ne présage pas de ce que les décisions de la Cour soient respectées. Ça veut dire que bon, on continue comme ça. Finalement, à cet allure, Marcel Joumenou, quelle est la force, quel est le pouvoir, la valeur des institutions à l'ère de la rupture? On se pose la question. Le souhait d'avoir un gouvernement dans ce pays qui respecte finalement et enfin les textes de loi, les décisions prises par les institutions que nous-mêmes nous sommes librement donnés. Parce qu'on a constaté au début du régime, il y a eu, sinon pendant tous les 10 ans, qu'il y a eu ce problème où on tend à ne pas. Mais ceux qui sont venus nous ont dit, eux, ils sont des légalistes, ils sont des constitutionnalistes, ils sont des juristes qui vont respecter. Mais c'est avec eux qu'on a une situation plus dramatique. 10 décisions de la Cour constitutionnelle rendues pour casser des décisions qui ont été prises. Je trouve que c'est symptomatique d'une gouvernance qui marche sur les textes de loi du pays. Et ça, je ne sais pas, mais il faut quand même qu'on ait finalement dans ce pays un gouvernement qui respecte les textes de loi. Sinon, bon, c'est pas bien. Une situation qui fragilise quand même la Cour constitutionnelle. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Marcel Joumenou, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Michel Aonon, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Palmarès. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.